Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Spurs Break, un podcast mensuel proposé par la Spurs Nation France pour faire un break dans la saison NBA et discuter des San Antonio Spurs. Avec nous aujourd'hui, une équipe réduite pour un épisode enregistré le jour du premier Grand Prix de Formule 1 de la saison. L'écurie Spurs Break est représentée par le sosie d'Esteban Ocon. Salut Pierre. Ah bah, je savais pas que j'étais son sosie, ravi de l'apprendre. Salut tout le monde. Et par le sosie de Sébastien Vettel. Salut Jules. Salut, c'est bien, t'as dit le seul que je connais, je crois, donc c'est rare. Le DRS est activé, Spurs Break épisode 14, c'est parti. Les Spurs viennent de signer l'agent libre Gorgui Dieng après avoir coupé Marquise Chris obtenu pendant la deadline. Grizzlies France nous a laissé, le compte fan français sur Twitter, nous a laissé ce message. Vous allez vite l'apprécier, c'est un super gars de rotation, un très bon pivot backup, de la défense et une très bonne adresse extérieure. Ça va solidement faire le taf. Vos avis, messieurs, sur l'arrivée de Gorgui Dieng? Eh ben écoute, comme disait Grizzlies France, c'est un joueur intéressant qui va nous apporter du rebond et du shoot extérieur en seconde unit, il fera pas des miracles. Mais en vrai, ça peut être un bon joueur, un bon team player, quoi. À la place du Banks, ça peut être plus intéressant. Ouais. Ça reste juste un meilleur ajout que Marquise Chris parce que on n'a pas trop compris ce move. En vrai, quand on l'a vu, on s'est dit bah on risque pas de voir Marquise Chris avec notre maillot. Mais du coup, quand j'ai vu la nouvelle, j'étais un peu plus satisfait, quoi. C'est un pivot bien plus, c'est un joueur bien plus safe que Chris, à mon goût. Mhm. En fait, on n'a fait aucun move pendant la trade deadline, on s'est un peu fait chier, mais ça c'est habituel avec les Spurs. Mais du coup, en fait, le seul move c'est qu'on a rajouté Gorgui Dieng et personne n'est parti, quoi. On a vu Trey Lyles qui devait peut-être partir, mais ouais. On a quand même lâché Caddy Allan. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Ça, c'est... Et ça me paraît assez exceptionnel, quand même. Je veux dire, on perd un joueur avec un impact énorme sur la franchise, donc après, c'est vrai que c'est dur. Il faisait des super chansons en plus. C'est super dur pour la fanbase surtout, en tout cas. Et en plus, on avait averti tout le monde qu'on allait le trade, c'est dingue. Pour tous les autres, on a dit qu'ils allaient rester. Ouais. Bien sûr, je suis encore dans l'ironie, parce que juste avant la trade deadline, on a dit, allez, on bazarde tout, et au final, on n'a rien fait. C'est énorme. Mais c'est fou le nombre de joueurs qui sont en contrat avec des franchises NBA, enfin qui appartiennent à des franchises NBA, et donc on n'a pas du tout connaissance. Ouais. Je sais même pas s'il a joué avec les Austin Spurs. Il a fait avec l'équipe de G League, Caddy Allan aussi. Il avait fait une Summer League. Okay. Je crois la première Summer League avec Derrick White justement parce que c'est la même draft. Et je sais pas si après il a fait de la G League, mais maintenant je crois qu'il est dans la ligue sud-coréenne, si je me trompe pas. Donc bon, pas sûr de le voir avec le maillot des Warriors non plus, mais on sait jamais. Mais sinon, on peut peut-être revenir vite fait sur la trade deadline, qui a pas eu de mouvement. Alors on s'y attendait quand même à ce qu'il n'y ait pas de mouvement. Il y a eu des rumeurs autour de Rudy Gay et sur Patty Mills, j'ai cru en Ward 3 et surtout sur Aldridge avant, mais finalement le jour même, personne n'en voulait parce que tout le monde savait qu'on allait le cut. Et comme je disais l'autre fois, c'était une idée de merde d'avoir fait ça. D'avoir annoncé publiquement, c'est Popovic qui l'a dit avant un match, le match contre Dallas, il avait dit on va trouver un moyen de trouver, enfin on va essayer de trouver une solution pour Lamarcus, mais il sera plus dans l'effectif. Voilà, donc de l'annoncer publiquement qu'on allait se séparer de lui. Ouais, je trouve ça un peu dommage. Après bon, c'est pas très grave parce qu'on n'aurait pas tiré grand chose de lui. Et après bon, Rudy Gay, finalement, je crois que les Spurs n'ont pas voulu l'échanger. Enfin, en tout cas, j'ai rien vu d'annoncé officiellement là-dessus. Et DeRozan, ça bouge pas, on s'y attendait quand même, mine de rien. Mais finalement, il n'y a pas eu vraiment de surprise, quoi. Ouais. Après, je sais pas trop quand on dit que Demar et Rudy Gay sont par exemple transférables. Rudy Gay, par exemple, je sais pas s'il y avait tant de monde que ça à se bousculer au portillon pour le récupérer. Ça se trouve, on nous demandait de mettre un de nos assets aussi dans l'eau et ça, c'est peut-être ça qui nous a refroidi aussi. Alors, après, on en sait rien. On nous a dit put my Daron also in the package et on n'a pas voulu. Le classique. Ouais. En même temps, il avait un contrat de merde quand même, Rudy Gay. Enfin, à moins de l'avoir cut, il intéressait personne à 16 millions. C'est contrat finissant, hein, pareil. C'était le même cas qu'Aldridge. Hein. Ouais, mais même, je veux dire, ça aurait pu intéresser quelqu'un d'avoir un contrat finissant. Le truc, c'est qu'il fallait que la personne en face ait un contrat équivalent à nous filer. Et pour que ça l'arrange, qu'il soit pas finissant. Donc en fait, il y aurait à peu près personne qui fasse ça. Je pense que c'était impossible de trouver vraiment concrètement un transfert pour Rudy Gay qui vaille le coup pour les Spurs. Je pense qu'il n'y en avait pas.
C'est le seul risque qu'on prend, enfin c'est pas vraiment un risque vu que ça risque de se produire, mais ils vont tous partir free quoi. Ouais, bah, Demar, Rudiger, ils sont tous, leur contrat expire à la fin de l'année. fin Pour une d'année, équipe en hein, reconstruction live comme nous, aussi. ce qui aurait... Ouais, Lives aussi, ouais. Mm. Ce qui aurait été intéressant pour une équipe comme nous en reconstruction, c'est d'avoir des pics de draft. Mais pareil, c'est compliqué à obtenir parce que Ah bah, toutes les équipes connaissent la valeur des pics de draft. pas en échange d'un de ses joueurs avec un contrat aussi Mm. gros. Enfin, Ouais, t'es il aurait obligé de fallu que demander ce des joueurs soit en nous retour. qui lâchions un pic de draft pour l'avoir, quoi. Surtout que la course à l'armement des autres équipes, ça aurait pu valoir un trade pour Rudiger. Et on aurait pu, une équipe contender aurait pu vouloir récupérer Rudiger pour avoir un peu de jeu offensif. Ah oui, non, mais Mais du coup, la course à l'armement a déjà été faite et il n'y a plus de pic de draft à donner. Enfin, on est un peu. Voilà. moi je suis De toute façon, tous les persuadé pics de que. draft sont à OKC, donc Ouais, déjà, Ouais. c'est ok si les a tu peux tous. pas en récupérer sur les 3 prochaines années. Et de toute façon, je suis persuadé que si Rudiger était à moins que ça, genre à 10 millions maximum la saison, on Il aurait aurait pu. été pris, ouais. Il y aurait eu plein d'équipes qui nous l'auraient demandé. Le problème, Mm. c'est que là, à 16 millions la saison pour un joueur à 10 points par match, 40% au tir et 38% à 3 points, c'est un peu chéros, quoi. T'as parlé de Trey Lyles, Jules. Ouais. On a vu un tweet de Shams Charania, qui est le deuxième plus gros annonceur de bombes sur Twitter, avec Woj, avec Ouais. Adrien Wojnarowski. Et donc Shams Charania, les deux sont imprononçables, mais on va y arriver. Shams. Shams Charania Bravo. a tweeté que Trey Lyles faisait partie d'un échange avec deux autres équipes et allait quitter les Spurs. Donc déjà qu'avec Trey Lyles, on le fait très peu jouer depuis le début de la saison. Moralement, pour lui, ça doit être compliqué. Il n'a pas beaucoup de place dans l'équipe alors qu'il a montré de belles choses, notamment l'année dernière. Et puis même cette saison, quand il rentre en jeu, il est intéressant. En plus, là, il a vu qu'il était sur le point de partir, quoi, qu'on avait parlé de le laisser partir. Donc, ouais, c'est ça que tu disais, Jules, il est en contrat finissant. Ouais. En fait, c'est un peu dommage parce que la saison dernière, il avait quand même apporté de belles choses. Titulaire aux côtés d'Aldridge. Maintenant, il fait plus partie du projet de la franchise. On a décidé de mettre DeRozan en 4 en titulaire, donc il perd son poste. Il est trop. Enfin, il est pas assez bon à l'intérieur pour jouer 5. Et en sortie de banc, on a d'autres jeunes à faire jouer à sa place. On a même Ouais. Samanic maintenant qui prend du temps, qui a pris la confiance de Pop. Il y a Eubanks. Maintenant, il va y avoir Gorgui Dieng. Donc je pense que voilà, il fait plus vraiment partie du projet. Il nous a rendu des très bons services. C'est vrai que bon, Shams nous a un peu trollé. J'étais un peu content de le voir partir parce que je me suis dit on va avoir peut-être un truc On intéressant récupère en quelque échange. chose, ouais. Finalement, les Spurs ont décidé de se retirer de ce trade. Voilà, donc encore une fois, Shams a fait n'importe quoi à la trade deadline et s'est fait masterclass par Woj, mais ça change pas d'habitude. Et voilà, et du coup, il nous a annoncé de la merde, on a eu des faux espoirs, pour au final apprendre qu'on avait Marquis Chris contre Cady Lalanne, quoi. C'est énorme. Une belle trade deadline, du coup, pour finir là-dessus. Et Lights, évidemment, bah, à part si on a beaucoup de blessés, il jouera pas, quoi. Il a déjà pas joué les derniers matchs là, contre les Bulls, il a pas joué. Contre les Clippers, je crois pas non plus. J'ai plus Je crois pas l'avoir vu de ces derniers matchs, non, ouais. Samanic a tranquillement pris sa place et c'est tant mieux pour son développement. Parce que dans les profils, c'est un peu la même chose, même si Samanic a peut-être plus de talent offensif. Enfin, dans toute manière, Samanic a un plafond qui a Ah oui. l'air plus haut. Mm. Mais je parle en l'état actuel de ce qu'il pouvait apporter à l'équipe. C'est le même profil, quoi. C'est un peu la même tambouille. Ouais, un À peu profil près, de stretch fort, quoi. Mm, mm. Après, je sais pas ce que t'en penses, Pierre, mais Lives est peut-être meilleur pour l'instant défensivement, en tout cas. Bah, il a plus Il- d'expérience déjà, Ouais. et c'est vrai qu'il a peut-être quelques kilos en plus que lui, ce qui lui Ah permet oui. de un peu plus conteste, disons les postes 4, les intérieurs, etc. Après, moi j'aimais bien Trey Lyles, mais sans plus, donc quand j'ai vu qu'on avait peut-être le trade, je me suis dit, bah, ça peut être intéressant de récupérer quelque chose, enfin j'ai pensé comme Ouais, toi. voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que sur la durée, vu les plans de jeu de l'équipe, Samanic a l'air de fit un peu plus que Lyles. On fera un épisode complet pour parler de la free agency, le marché des agents libres qui arrive cet été. Mais on peut faire quand même un petit point. Il y a Pierre d'Austin Spurs France, qu'on salue, qui nous demande quel agent libre disponible doit-on aller chercher au cas où on ne re-signe pas DeMar DeRozan. Dans le cas où on re-signe pas DeRozan, pour moi, le meilleur truc à faire, enfin,
peut-être une idée de merde, vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais le meilleur truc à faire, c'est d'aller voir les jeunes qui sont en fin de contrat rookie et de leur proposer un contrat plus élevé que ce que la franchise dans laquelle ils sont pourrait leur proposer. Parce qu'on a du cap. Ouais. Et, Faire un pari, quoi. et tenter un pari. Il y a quelques jeunes là, on a du John Collins, on a du Laurie Markkanen, il y a Jarrett Allen. Alors Jarrett Allen, je pense qu'il va être signé par les Cavs parce qu'il a l'air de faire vraiment partie du projet. Ensuite, en un peu moins fort, mais quand même intéressant, il y a quand même du Josh Hart. On a du Gary Trent Jr., du Talen Horton Tucker. Et celui-là, il n'est pas restricted. Harry Giles. Ouais. Je m'étais noté Harry Giles. Harry Giles, moi, ça me ferait kiffer. Ou alors John Collins, Markkanen pour le pari. Mais je pense que Giles demandera moins cher que les deux autres. Donc ça peut être un joueur intéressant à tenter, pourquoi pas. Il est à Portland, là, c'est ça? Exactement. C'est ça. Je suis pas sûr qu'il joue beaucoup, hein, Portland. Enfin, j'ai pas vu beaucoup de matchs Il joue pas des trop. Blazers. Il joue pas Mais, tant que ça. Il est barré un peu devant lui, il y a Nurkic et... Mais Nurkic, il est blessé 3/4 de la saison. Oui, mais qui va revenir. qui va Il revenir, joue même bien pas alors sûr. que Nurkic est pas là, c'est ça que tu veux Ouais, dire. c'est ça en plus, c'est ça. C'est le hic. Du coup, pas sûr qu'il re-signe à Portland en fin de saison. Et que du coup, Et Bego le prendre pas cher et prendre un autre. ça peut être tentant. Je crois que Gary Trent Jr. est aussi unrestricted puisque il vient d'être tradé. Donc je sais pas si les Raptors ont réussi à choper ses bird rights ou quoi. Voilà, il y a quelques jeunes intéressants. Pierre, on fait quoi la free agency? On en parlera plus tard hein, parce que ça dépend de plein de choses. Mais... Dans le cas où DeRozan s'en va, tout dépend aussi de la progression que vont avoir sur les prochaines saisons Dejounte, Derrick et Keldon. Mais il nous faudra forcément quelqu'un capable de créer en fait en attaque. Parce que mis à part DeRozan, c'est compliqué pour beaucoup de nos joueurs. Donc moi j'ai quand même regardé plus du côté des intérieurs vu que sur les lignes extérieures on est bien fourni. Et un peu comme l'a relevé Jules, j'avais noté Laurie Markkanen, j'avais noté John Collins aussi. Le seul truc c'est que Collins, moi Markkanen j'y crois moyen. Et Collins, c'est plus niveau mentalité, je sais pas s'il fitterait complètement avec l'identité Spurs, et enfin sachant que je mets des gros guillemets parce que ça a tendance aussi à disparaître un peu l'identité Spurs. Mais est-ce qu'il pourrait s'entendre cohabiter avec tous les jeunes déjà qu'on a? Il a eu quelques frictions avec Trae Young pendant l'année, donc je sais pas, ça peut très bien marcher, comme ça se trouve, ça peut pas aller dans le vestiaire, et donc ce serait con, surtout que Collins, pour le coup, ça risque d'être... va falloir casquer, disons, pour s'attacher ses services, parce que si c'est pas nous, va y avoir du monde pour lui. Et Harry Giles, lui, il me plaît bien aussi. J'aimerais bien. J'ai vu qu'il y avait Boban aussi qui était free agent. Ouais. Je me suis il y a pas mal de vétérans moi, qui m'intéressent. Ouais, genre, mais après, c'est dans le cas où... Genre, il y a du Daniel Tice, moi, que j'aime bien, par exemple, j'ai vu, pour être intéressant. Il y a toujours Evan Fournier, dans le cas où DeRozan ne re-signe pas, Rudy Gay ne re-signe pas, et qu'on a besoin d'un joueur offensif, ça peut être intéressant, Evan Fournier. Pas le même profil que DeRozan après, mais ça peut être sympa. Et après, bon, il y a du Nicolas Batum, PJ Tucker, mais qui vont signer chez des contenders, donc on va pas trop les intéresser. Et sinon, je m'étais noté un petit, moi j'aime bien cette idée, un petit Richaun Holmes. Je l'ai noté aussi. Des Kings, qui emmène du point à l'intérieur et du rebond, beaucoup de qualité athlétique et qui manque un peu à cette équipe quand même à l'intérieur, on va pas se mentir. Donc bon. Mais j'ai un peu l'impression que vous êtes en train de nous dire qu'on va pas avoir de grosses stars à la free agency de cette année. Et il y a pas de. En fait, le problème c'est que toutes les grosses stars, elles ont été re-signées déjà. C'est-à-dire que je crois que les plus gros free agents c'est Mike Conley, Kyle Lowry et Evan Fournier. Ouais, sinon t'as Chris Paul et Kawhi, mais ils ont tous les deux une player option. Chris Paul, sa player option, elle est à 40 millions, donc je pense qu'il va la prendre. J'en connais un qui va pas se gêner. Et Kawhi plutôt surtout crevé. Ça se passe bien aux Suns alors. Et Kawhi plutôt crevé. Ouais, voilà, exactement. Kawhi il reviendra pas ici, donc ça c'est sûr. Richaun Holmes, j'ai juste peur que, vu qu'il fait quand même une assez bonne saison, j'ai peur que, tu vois, ça se trouve, on le surpaye et que ce soit un contrat qui, dans 2-3 ans, on regrette. Après, si on...
si on le signe pour pas trop cher, parce que t'en as parfois chaque saison, tu te dis, Mm. ah, ce mec-là, il peut prendre 18, 20, et au final, il prend 12 pour moins longtemps Ouais. ailleurs. Mais ouais, c'est compliqué de dire d'en parler maintenant puisqu'on ne sait pas si DeRozan va rester, enfin si on va signer DeRozan, etc. Pour l'instant, en contrat garanti sur l'année prochaine, on est un peu en dessous de 60 millions. Donc on a quand même Sur un cap space de 110 millions, quelque chose c'est comme un ça, non? petit peu plus. J'ai cherché là Ouais. vite fait, On a mais c'est une du cinquantaine de 113. millions. Donc en soi, on pourrait re-signer DeRozan s'il a envie de rester, et si le front office a envie de le re-signer, mais moi je pense que c'est une bonne idée. On pourrait re-signer DeRozan et avoir un autre gros contrat, ou plusieurs. On pourrait. Euh, Tout dépend de comment on mais répartit vous ça. parliez de prendre un intérieur, il faudrait... Enfin, j'ai l'impression que les Spurs et Pop aiment beaucoup Jakob Poeltl, donc je pense qu'il Ah, faudrait ça. prendre un intérieur qui peut correspondre dans le jeu avec Jakob Poeltl qui a beaucoup de minutes. Donc il pourrait jouer aux côtés de Jakob Poeltl, tu vois. Alors, Ouais, moi, ouais. je vois pas qui. Enfin, il y aurait Paul Hmm. Millsap éventuellement. Bah, Markkanen, pour le coup, je pense que ça fit pas mal. Markkanen, mais les Bulls peuvent s'aligner, donc il faudra mettre la blinde. Ouais. Euh, Il y a du PJ Après, les Bulls ont Tucker. Vucevic, donc peut-être que... PJ Tucker, ouais. PJ Tucker, mais lui, il va aller prendre son contrat minimum vet chez un contender, donc forcément, c'est mort. John Collins, t'en penses quoi avec Poeltl? John Collins, j'aime beaucoup. Ouais, c'est Poeltl, plus compatible. ouais. Poeltl, il protégerait l'arceau que John Collins protège mal. Ne protège pas. Et Collins est quand même, je crois, à 40% à 3 points, ou en tout cas, l'était la saison dernière. Collins Comme Gorgui Dieng qui est à prend... 48% à 3 points cette saison. C'est quand même un up level, Collins. Et Collins Oui, bien sûr. pourrait également, il prend 10 rebonds par match, je crois. Enfin, je crois enfin, l'année dernière, je sais pas ce qu'il était cette année, mais l'année dernière, c'était un 20-10 quand même à 40% à 3 points. Mm. Donc c'est quand même un joueur avec énormément de talent. Par contre, ce qui me fait peur, c'est que dans cette équipe, si on ne re-signe pas DeRozan, ben, qui va créer les positions de shoot pour Collins en fait? Ouais. Et c'est là qu'il va falloir que Dejounte progresse sur ce point-là. Parce que si on a que Derrick White pour servir Collins, ça va lui changer de Trae Young, il va vouloir se barrer, hein. Ça c'est sûr si on tente le pari. Donc ça à voir, mais effectivement, Collins, ça me paraît être le pari le plus à faire en tout cas de cette intersaison. Et Harry Giles, vous en parliez, Harry Giles, ça correspond à Poeltl? Non, C'est pas je pareil, pense ouais. pas. Je C'est pense que parce c'est qu'ils plus sont un un peu tous les 5. deux au même poste. Ils sont, ouais. Ouais, voilà. Mais après, Par est-ce qu'on voudrait continuer avec Poltol dans le 5? Moi, je l'adore, hein, je l'aime beaucoup. Mais est-ce que en sortie de banc, il serait pas mieux? Et dans ce cas, on prend un vrai 5, un peu à la Richard Holmes, plus athlétique, aussi protecteur de cercle. C'est à voir aussi. Est-ce qu'on décide de mettre Poltol sur le banc? Est-ce qu'on choisit de l'épauler au poste 4 pour qu'en défense, il soit... Enfin, déjà qu'en défense, il soit pas obligé de sortir quand il défend sur des intérieurs qui jouent au large? Ou est-ce Ouais. que... enfin, c'est soit un 4, soit un 5. Tout dépend de ce qu'on va vouloir faire de lui. Après, Harry Giles, je trouve qu'il fit très bien avec le reste de l'effectif. Ouais, ça par Le contre, oui. reste de nos Parce jeunes, que ce serait génial de le voir avec il a la un balle en main en tête de il a un raquette, super QI basket. avec tous les autres kick cut et tout, un peu un peu comme Jokic fait dans une moindre mesure, évidemment. C'est pas Nikola Jokic, Harry Giles, mais il a quand même une belle qualité de passe, un beau QI basket, donc ça peut être intéressant de le faire jouer tête de raquette, ce que fait déjà Poeltl, mais là, du coup, on pourrait avoir encore mieux, parce que c'est quand même un joueur, je trouve, d'un autre niveau que Poeltl. Le seul Et puis problème, ce serait pas très grave de mettre Poeltl un peu en retrait, quoi. c'est On peut ça. aussi se baser là-dessus, ouais. Par contre, il y a un problème avec Harry Giles, hein. C'est les blessures. Pour l'instant, je crois pas qu'il ait fait une saison complète depuis qu'il arrive en NBA, et ça malheureusement, bah, ça pardonne Ça pas, joue. quoi. Ça joue. Mais c'est bien pour ça que peut-être on pourrait l'avoir pour moins cher aussi. C'est ça. Comme on disait tout à Donc, l'heure, si on répartit ce qui nous reste du cap sur 2 joueurs, Harry Giles, il pourrait peut-être accepter un peu moins et on blinderait sur un autre poste. comme diraient nos amis américains, c'est un gros risque, grosse récompense, hein. High risk, high reward. Exactement. J'ai pas osé la tenter avec mon accent anglais fabuleux, mais Oh, j'ai pas pris d'accent anglais, moi là je l'ai fait à franchouillarde. À la Cyril Abitboul pour parler F1. si on tente le coup Harry Giles, on pourrait avoir des très belles surprises.
Voilà. En tout cas, les joueurs qu'on aura l'année prochaine seront peut-être coachés par Popovic. C'est une question qui revient tout le temps. On avait prévu de pas trop en parler parce que, en fait, on n'en sait rien, surtout. Mais c'est une question qui revient tellement qu'on va en parler. C'est Schumax qui nous la pose cette fois sur Twitter. Pop s'en va à la fin de l'année pour l'interrogation. Si oui, Becky Hammon sur le banc l'année prochaine. Et il y a Julien Chilini qui prolonge la question et qui évoque Brett Brown, l'ancien coach du process des Sixers, qui est assistant quelque part là, et qui pourrait aussi être une solution. Vous en pensez quoi? On n'est pas dans la tête de Pop, hein, malheureusement, on peut pas répondre tout de suite. Mm. Est-ce qu'il va avoir envie de continuer à l'issue de cette saison? Peut-être. Moi, je trouve qu'il a l'air toujours bien. Il a parfois des choix de coaching assez douteux qui nous ont parfois pas coûté des matchs, mais qui nous ont empêchés au moins de se battre pour les gagner. Mais tu vois, chaque année, chaque saison, on se pose la question et on a tous pas envie de le voir partir, mais un jour, une année, ça arrivera. Tout dépend aussi, est-ce qu'il va choisir de partir quand justement l'équipe sera bien lancée, donc si jamais on se sécure en top 6 à l'ouest sur une ou deux saisons, est-ce que ça le dérangera pas de partir si on fait pas les playoffs, est-ce que ce sera pas pour lui un aveu d'échec on sait pas du tout comment il va le prendre. Il y a plein de choses à prendre en compte. Est-ce qu'il commence à être là de tout ça, parce que ça fait un petit moment quand même qu'il est avec nous. Ça fait 1300 victoires en tout cas aujourd'hui. Ouais, ça Déjà. par contre. Il est troisième coach le plus victorieux en NBA. Il a 35 victoires du premier, il me semble. Déjà, est-ce qu'il a pas envie de taper ce record? Peut-être. On dit toujours que oui, il s'en fout machin, mais je pense qu'en vrai, je pense que ça lui trotte un peu dans la tête aussi. Est-ce qu'il se dit pas, vas-y, je fais une ou deux saisons de plus, je tape le record. Ça suffira, ouais, 35 victoires. Bah on sait jamais, hein, tu sais. Ouais. Si on a plus des Rosanne et qu'on finit 15e à l'ouest, ça arrivera pas, mais on sait jamais. Mais en tout cas, ouais, moi je suis d'accord, je pense que on peut pas trop se projeter aujourd'hui. On évoquait tout à l'heure en off l'idée de peut-être qu'il attend que Becky soit prête pour lui passer le flambeau et du coup il estimera que c'est pas encore le temps et qu'il continuera une ou deux saisons de plus, je sais pas. Après il y a aussi une question d'âge, hein, forcément. Forcément, je sais pas quel âge il a aujourd'hui, mais 72? voilà, Truc comme ça, non? par là, ouais. Ouais, Peut-être il a bien 70 en tout cas. 70 bien tassés. En tout cas, voilà, beaucoup de facteurs qui entrent en compte. Moi, je pense qu'il nous en fait une petite dernière. Je pense aussi. En Moi, vrai- je le vois pas partir. Après, tout, comme on l'a dit, hein, si on finit 6ème, on fait une bonne série de playoffs honorables, peut-être qu'il aura envie de partir là-dessus. Hein. C'est vrai. Mais bon, je pense que pour ce qui est de finir 6ème, ça risque d'être un peu compromis. Et la série de playoffs aussi. Mais, a priori, il a l'air de bien kiffer quand même ce projet avec les jeunes, avec des Junte, avec des Rick, Keldon, Noni. Je sais pas, je le sens bien. Même si les dernières fois qu'on avait parlé de ça, je disais que c'était sa dernière saison. Ouais. Je sais pas, aujourd'hui, là, je me dis, tu sais quoi, allez, une petite dernière, quoi. Petite der. La saison dernière a été assez éprouvante pour lui. Il y a eu le décès de sa femme et d'autres C'est ça. et d'autres questions à prendre en compte. Et en fait, il a l'air plus en forme cette saison, même dans le coaching, dans ses choix et tout. Enfin, je trouve que ça se passe plutôt mieux et il a l'air plus en forme. Après, ça c'est un truc, voilà, on n'est pas dans sa tête. Hein. Ouais. Mais que ça soit pour cette année ou la prochaine, vous voyez qui pour sa succession? Est-ce que c'est plutôt une solution en interne? Après, c'est ce qui vous ferait plaisir vous. Hein. Une solution en interne ou alors on va chercher Brett Brown ou d'autres coachs, voilà, comme évoqué par la question. Là. Vas-y, Pierre, je sais que tu veux le sortir, ce nom. Non, mais déjà, est-ce que on sait pas encore vraiment ce que vaut Becky Hammon sur un banc NBA en tant que coach, en tant que head coach. Ouais. Moi, dans les noms de coachs qui pourraient être dispo, mis à part Becky, ce serait Kenny Atkinson, qui a fait des très bonnes choses avec Brooklyn, avec un groupe jeune qui plus est. C'est lui qui a amorcé tout ce qui se passe à Brooklyn là. Pourquoi Kevin Durant et Kyrie ont voulu aller à Brooklyn, c'est parce que ça s'était bien passé avec Kenny Atkinson qui a fait un super taf avec les jeunes, avec Caris LeVert, avec. Ouais, la saison avec D'Lo All-Star et tout, il faisait kiffer hein, les Nets. Ouais, c'était très très sympa à voir. Mais après, peut-être qu'on va le choisir, peut-être qu'on va faire le choix de Becky puisqu'elle est là depuis longtemps, etc. Mais bon, on disait un petit peu pareil d'Ettore Messina.
Donc, Ouais, c'est ça. Et à Toré, voir il en si a eu ras le cul, il s'est barré. il en avait marre. Bon, en même temps, il a passé beaucoup plus de temps que Becky sur notre banc. C'est Et ça. peut-être Et qu'on il est lui a beaucoup plus fait, vieux. on lui a fait miroiter le truc en lui disant, allez, dans 2 saisons, c'est bon. Et puis il a vu le truc, il a senti le truc venir et il est Ouais, parti. c'est ça. Il s'est dit, il est increvable, le Pop. Je prendrai jamais sa place, je me casse. Mais Et je rappelle toujours que pour l'Olympia Milan, avec Ettore Messina à sa tête, ça se passe très bien en Euroleague, on se régale. eh ben, Voilà. écoute, ça fait plaisir à Petit entendre. shoot-out. Plaisir. Ouais, sinon, on a le Brett Brown, effectivement. Moi, j'y crois pas trop, Brett Brown. Ouais, je suis pas très, je suis pas Effectivement, je archi serais hypé. très chaud de Kenny Atkinson. Si, genre, Pop, il prend sa retraite cette année, un petit Kenny Atkinson qui vient gérer ce groupe de jeunes, moi, ça me branche beaucoup. Becky Hammond, je sais pas si elle est prête. On n'en sait rien pour l'instant, donc C'est on va très dur à attendre. dire. Elle a fait l'intérim quand même, un petit peu. En tout Mais cas, elle a l'air d'être bien dans le développement des jeunes. ça, par Parce qu'on contre, on la voit vachement avec des Junte, avec Derrick, avec Lonnie, discuter, leur expliquer ce qu'il faut faire, etc. On la voit super proche des jeunes. Donc c'est vrai que s'il y a reconstruction complète et que finalement bah, cet été on re-signe aucun vieux, on part sur une équipe de jeunes, Mm. bah, pourquoi pas laisser le lead à Becky, hein. C'est aussi la meilleure pote de Patty Mills, il faut garder Patty dans ce cas-là. Mais bah, Je sais qu'elle Patty est il tout le va temps. rester jusqu'à sa retraite, hein, moi je l'annonce. C'est Mais bien Patty, sûr, il il faut reste re-signer jusqu'à sa Patty. retraite et retrait de maillot à sa retraite, terminé. Ah, ça, c'est hmm. un autre débat. Merci monsieur pour les travaux. Maintenant, allez militer comme vous le faites si bien depuis que vous êtes en NBA Mm. pour les droits, etc. Je voudrais maintenant qu'on parle de notre jeu offensif. La perte de Lamarcus aurait pu, d'ailleurs, c'est ce qu'on avait vu dans la bulle, aurait pu accélérer notre jeu, nous offrir un jeu de passe et de transition. Mais c'est pas vraiment le cas. Il y a certains matchs où le rythme est vraiment un peu catastrophique. On a d'ailleurs connu 4 défaites d'affilée contre Milwaukee, Charlotte et un back-to-back contre les Clippers, avant de nous reprendre cette nuit contre Chicago. Qu'est-ce que vous pensez de notre jeu offensif actuel, les gars? Bah, on galère en attaque, mais c'est parce que, mis à part de Rosanne, on n'a pas de vrai créateur. Pour soi-même, j'entends, on n'a pas de vrai créateur pour son propre shoot. On est Mm. on est plus trop dangereux à 3 points. Il y a Lonnie aussi qui a raté quelques matchs et c'était l'un des seuls qui artillait un peu à 3 points. On a l'habitude de faire beaucoup de passes D et sur certains matchs, on s'est bien fait. Enfin, on a aussi joué des équipes qui défendaient pas si mal sur nous. Mais le problème, et c'est ce qu'on avait un peu soulevé au premier podcast, avec notre début de saison canon, c'était que on a quand même beaucoup tendance à pénétrer, à kick out, et après à se dire, bon bah, on prend le 3 points, et si ça rentre, tant mieux, si ça rentre pas, tant pis. Mais on a un jeu euh, Stéréotypé, ouais. assez stéréotypé, voilà. Mm. Vu qu'on a des très bons joueurs de pénétration, Dejounte arrive à bien se faufiler souvent dans les raquettes. Keldon, j'en parle même pas. De Rosanne aussi. Et donc, ce fait de forcément tout le temps aller vers l'arceau pour soit marquer, soit ressortir à 3 points, quand tu as une adresse dégueulasse à 3 points, bah, ça te porte préjudice, et surtout quand tu joues des défenses très resserrées à l'intérieur. Après, les équipes, je pense, se sont ajustées, notamment avec le début de saison de fou de Keldon Johnson. Je trouve qu'il a un peu plus de mal parce que je pense que On l'attend les plus. coachs, les coachs assistants ont vu des vidéos et se sont dit peut-être qu'il faut en fait fermer la raquette quand Keldon Johnson arrive. Euh, et je Ouais. trouve qu'il a un peu de mal, Keldon, récemment. Il est un peu... Ouais, bah, c'est c'est un peu normal hein, en même temps. Mm. C'est sa première vraie saison, puisque l'année dernière, bon, à part la bulle, il a très peu joué. Donc forcément, bah voilà, pour l'instant son jeu, comme on disait à chaque fois, son jeu est hyper binaire. C'est soit il shoot, soit il pénètre. Mm. Et quand il pénètre, c'est un tout droit, comme on disait. Donc du coup, forcément, bah il y a des moments où bah ça rentre pas, hein. Alors après, tu vois, je regarde les stats du match d'hier contre les Bulls. Il fait quand même un 6 sur 9 au tir. Il a fait un très bon match Il a hier. été très bon contre les Bulls. Après, bon, effectivement, tu joues les Clippers, tu joues Milwaukee. Bah, c'est pas évident de marquer contre ces équipes, hein. De toute façon, on le sait, c'est des grosses défenses et nous, on n'est pas spécialement une très bonne attaque. Donc, il y a ça aussi. Nous, on est surtout une équipe de base assez défensive. Effectivement, on manque surtout de shoot à 3 points. Sur le 5 majeur hier, il y a 11 3 points qui sont tentés.
il y en a 10 qui sont tentés par Derrick White. Hmm. Le 11e, c'est Keldon Johnson et il le rate. Ouais. Et sur le banc, c'est pareil, t'as 14 tirs tentés à 3 points. Il y en a 9 de Patty Mills et 5 de Rudy Gay. Voilà. C'est qu'il fait 4 joueurs qui ont shooté à 3 points. C'est ça. Ouais. Donc 25 tirs à 3 points pris par 4 joueurs. Ouais. En sachant que Derrick, alors il a énormément progressé sur son 3 points ces 2 dernières saisons, mais enfin à la base, c'est pas une assurance tout risque. C'est pas J.J. à Redick. 3 points. Voilà. Et d'ailleurs, on l'a vu, ça fait quelques temps qu'il est revenu de sa blessure, il a encore du mal à rentrer dans le rythme. C'est un peu dur cette saison pour lui offensivement. On va pas non plus lui jeter la pierre parce que. Jetez la pierre, Pierre. Énorme vanne, Thibaut. Merci beaucoup. C'est parce que Pierre est là aussi, tu vois, j'ai fait une petite rêve. Je me doutais bien que c'était pour ça. Voilà. Mais du coup, forcément, c'est comme Dejounte la saison dernière, c'est du retour de blessure. Alors, c'est moins grosse blessure que ce qu'a eu Dejounte avant, mais en tout cas, c'est pas cette saison que Derrick va exploiter son plein potentiel, je pense. Surtout si on fait pas les playoffs. Mais ouais, du coup, on manque clairement de shoot, quoi. C'est là que aussi l'apport de Gorgui Dieng va se faire ressentir un petit peu. En tout cas, permettre d'étirer l'attaque et pour permettre du coup à nos joueurs qui attaquent beaucoup le cercle d'attaquer encore mieux, quoi. Je pense à Keldon, je pense à Dejounte surtout. En fait, d'offrir du spacing, quoi. C'est pour ça que c'est un bon choix, Gorgui Dieng. Mais c'est ça. Ouais. Parce que Poltel, alors ok, il se met souvent tête de raquette, mais c'est vrai que c'est pas une menace à distance, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'il se met en tête de raquette, mais l'autre il peut rester au fond de la raquette, ça changera rien, il ne mettra pas son shoot. Hein. Donc. Même si ça permet sur des séquences à Jacob de soit partir avec un dribble un peu. Je crois que c'est Bench qui disait ça, qu'il avait des mouvements très touquets. Il part sur sa main droite et hop, il remonte, il met un lay-up, ou alors il met un pop shot là. Voilà, en tête de raquette quand il y a un peu d'espace avec son intérieur qui le défend pas justement pour boucher la raquette. Ouais, faut qu'il soit. Faut pas du tout du spacing. Faut qu'il soit à 3 mètres du cercle maximum. Ouais. Et puis faut apprendre à rentrer ses lancers francs aussi. Hein. Ah, ça. Et je crois qu'il est à 30%, c'est catastrophique. Ouais, et hier, contre les Bulls, ils font une séquence aussi où ils font du hack Jacob là. Il va falloir faire quelque chose. 10 hier, hein. Et hier, on est à 60%, je crois, au lancer franc. Enfin, dans l'ensemble, c'était une prestation plutôt mauvaise au lancer franc. En carrière, il est à 50% au lancer franc, Jacob. Et cette saison, il est à 38%. C'est son pire pourcentage en carrière. 38%, c'est dur. Ouais. C'est dur. Ah, c'est douloureux. Hein. Ça rappelle les meilleures années de Dwight Howard et DeAndre Jordan. Ouais, enfin, il a pas l'impact de Dwight Howard. Ouais, il a pas leur physique, quoi. Oui, je parle juste de lancer franc. Oui, voilà. Il a juste le shoot au lancer, on s'en serait bien passé. C'est pas la meilleure comparaison. Ouais. Après, pour revenir à ce que tu disais, on est sur 4 loses d'affilée, mais il faut retenir que sur ces 4 loses, il y a un match contre les Bucks et un back-to-back contre les Clippers. Et les Hornets qui sont très en forme, qui sont plutôt très bons malgré la perte de Lamelo. Là, on est sur. Les Hornets, ça fait chier quand même. Bah, ça fait chier parce que c'est une équipe qui est à notre portée, mais. Perdre Lamelo et on n'arrive pas à les prendre. Alors, ok. Et c'était pas le seul absent. Quatrième à l'Est, mais enfin, on s'est pris une mixtape de Gordon Hayward, je m'en serais bien passé, quoi. C'est sûr. Mais là, ça va surtout être les prochains matchs. On va jouer 2 fois les Kings qui sont plutôt sur une bonne lancée, là, dernièrement. C'est-à-dire au 27 mars. Ouais. 28. Et après, on joue Atlanta, Indiana et Cleveland pour finir notre homestand. Donc, comme l'avait rappelé Binge au dernier podcast, ce homestand, il est hyper important et vu qu'on défend quand même assez bien, c'est des équipes qu'on peut ralentir et qu'on peut espérer quand même battre. Après, regarde, sur les matchs qui nous restent, là, du coup, les Kings, comme tu dis, sont en forme, alors on peut en prendre au moins 1 sur 2, ce serait déjà bien. 1 sur 2 serait bien. C'est le minimum. Hein. Les 2, ce serait idéal. Ouais. Mais le minimum. Ils vont être chiants. Les Kings, on le sait, à chaque fois qu'on les joue, ils sont chiants. Parce qu'ils sont trop rapides. Bon, alors maintenant, ça va. Ouais, on n'a plus Aldridge, etc. Donc, on a normalement une équipe qui peut rivaliser dans la vitesse d'exécution avec les Kings. Enfin, Fox, ça fait sur les 5 derniers matchs, il est à 30 points, 10 passes. Personne ne rivalise contre la vitesse de Fox. C'est n'importe quoi. Et il est inarrêtable. Haliburton, c'est n'importe quoi. Ça fait 10 piges en NBA. Et sinon, Rich Holmes, c'est tout ça. Enfin, c'est des joueurs qui peuvent vraiment nous impacter à l'intérieur de la raquette.
Et on sait que Poltel, il peut rapidement être à 5 fautes. Ouais. Et dans ce cas-là, alors je sais pas si Gorgui Dieng pourra jouer ou pas d'ici Je là, pense pas, mais dès demain soir, je pense que ça va être short. ouais. Mm. Donc on verra. Bon, d'ici que ce podcast sorte, il y aura peut-être un match sur les deux qui sera passé. Mais en tout cas, Sans on doute, risque ouais, normalement les deux. on risque de bien se faire emmerder, quoi. Mm. Ce qui est Atlanta, normalement, on devrait les gérer plutôt bien. Indiana, ça devrait le faire aussi. Et Cleveland, si on perd, c'est une honte. Donc après, si on finit à 4-1 là, sur les 5 derniers matchs, c'est bien. Si on finit à 3-2, 3-2, ça voire va. 2-3. 3-2, ça va. Restons Ouais, on soit mais honnête. si on est à 2-3 ou quoi, c'est la merde. Et forcément, si on finit ce homestand en négatif, ça fera chier. Mais Après, Ouais, derrière parce nous, ça que perd des après, matchs. Hein. Il y a les Warriors qui sont à 4 défaites de suite, je crois. Il y a Ouais, mais regarde, Memphis derrière les perd aussi les Warriors, matchs. il y a qui? Derrière les Warriors, il y a les Kings. Ouais, bien sûr. Les Qui Kings, eux ils sont très en 11e. forme et qui sont en train de revenir. Qui sont en forme. Si on perd les deux contre les Kings, ça va faire Mhm. mal. Derrière, il y a quand même des équipes qui veulent jouer le play-in, quoi. Ce serait con qu'on soit l'équipe qui rate le play-in. Bah, vous qui nous écoutez, vous êtes au courant de ce qui s'est passé du coup. On passe au allez, quiz. On peut passer au quiz. Ça vous va? Et bah c'est parti. Qui nous a concocté le quiz aujourd'hui là? C'est moi, je vous ai fait un petit qui suis-je. Un petit qui je suis de Jules. Let's go. Game time. Nous sommes partis pour un petit qui suis-je. Je suis né le 29 août 1980 dans le New Jersey. Je fais 4 années à l'université Xavier à Cincinnati et je me présente à la draft en 2003, cette fameuse draft qu'on connaît qui est désormais légendaire. Mhm. Je suis drafté en 18e position par les New Orleans Hornets. Lors de la saison 2005-2006, Pierre, je termine deuxième. Oui, David West. bravo. Ah, salopard. Bien joué. Termine deuxième du MIP derrière Boris Dio. Ouais. All-Star en 2008 et 2009 avec Chris Paul. En 2011, il signe aux Pacers jusqu'en 2015. 2015-2016, il signe un an aux Spurs au minimum vet. Et ensuite, il fait 2 piges aux Warriors pour prendre ses 2 bagues et prendre sa retraite tranquillement. Je suis David West. Bien vu. Voilà. T'as été Bravo, rapide, Pierre. hein? Ouais, C'est quoi qui t'a fait, bah, c'est quoi qui t'a déjà, fait quand deviner, il là donne la date de naissance, je me dis, bon, ce mec a 40 piges, il a dû prendre sa retraite les 3-4 dernières années. Faut savoir que j'ai mis 30 secondes à faire le calcul 82 de Ouais, moi, l'époque, je suis hein. très Je bon me en suis dit, calcul putain, ça mental. fait combien? 38, attends, 39, tu vois. Et c'est Ah ouais. et c'est le 2003, 2003, je me suis dit, vas-y, T'es handicapé par les c'est mots. David West. Et après, quand t'as commencé à dire MIP, j'ai fait, bon, allez, c'est bon. C'est pesé. Et ouais. Vas-y, bien Bravo. joué, hein. Bravo. Good job. Et bah, bravo à tous. Merci les gars, c'était cool. Bah, merci. Merci à toi, Thibaut, pour toujours nous héberger. Toujours une grande qualité de présentation et de On se régale, montage. merci. C'est Surtout d'ores et le déjà montage, que ça va ouais, être c'est- cool. C'est faux, il n'y a pas de montage. Écoutez pas, c'est archi faux. Pas de montage, c'est On est tout en direct. complètement en live, là. On coupe jamais, je suis pas parti aux toilettes pendant le truc, c'est faux. C'est C'est faux. le jingle toilette. On s'est pas pris 8 fois à chaque phrase en plus. Bon, vas-y, salut les gars. On se retrouve le mois prochain pour un prochain numéro de Spurs Break. Salut. Ciao. Salut.